Donc, le style chestertonien, c'est l'utilisation massive du paradoxe. On a appelé Chesterton le prince du paradoxe. Le principe, c'est le retournement permanent des lieux communs et des phrases communes dans une tentative de tout mettre la tête à l'envers pour voir les choses à l'endroit. La phrase typique chestertonienne, c'est « on dit souvent que telle et telle chose, mais en réalité, c'est exactement le contraire ». Donc c'est pas un effet de manche, c'est pas de la coquetterie littéraire, c'est plutôt que, d'après lui, le paradoxe, c'est la meilleure façon de comprendre le réel, de comprendre ce qui se passe autour de nous, de comprendre et d'attraper la vérité du regard. On va beaucoup parler de regard. L'idée de départ, c'est qu'on n'est pas capable de voir les choses telles qu'elles sont. Notre œil est voilé, on a perdu la capacité à voir correctement. Et donc, cette notion de mourifoque, qui est une notion un peu barbare, c'est la notion autour de laquelle il construit son idée poétique, sa vision littéraire, sa vision philosophique du monde qui nous entoure. Donc, qu'est-ce que le mourifoque ? Le mot, en fait, vient de Dickens. Donc, Dickens raconte une anecdote. Un jour, il se retrouve dans une coffee room, à l'intérieur, et il regarde sur la vitrine, et il voit le mot à l'envers. Donc il lit « mourifoque ». Et il explique que dès qu'il se retrouve, je vais me le citer, dès que je me retrouve dans quelques coffee rooms où on peut lire sur une glace la même inscription et que je la lis à l'envers depuis l'intérieur, « mourifoque », un choc me parcourt le sang. Alors qu'est-ce que c'est que ce choc ? C'est le choc du réalisme, le choc du réel à partir du moment où on l'attrape du regard d'une manière à laquelle on n'est pas habitué. Chesterton, parlant justement de ce concept, explique ce mot sauvage de mourifoque, c'est la maxime de tout réalisme efficace. C'est la pièce maîtresse du principe réaliste, d'après lequel les choses les plus fantastiques sont les faits précis. Donc, c'est d'abord un principe littéraire, parce que Chesterton est d'abord un homme de lettres, c'est un poète, c'est un journaliste, c'est un écrivain de romans policiers, et c'est un journaliste également. Et au départ, il en fait ce principe littéraire qui guide sa manière de décrire les choses. Alors, au fond, l'esprit littéraire, c'est aussi simplement la manière qu'on a de dire. Et pour pouvoir bien dire, il faut bien voir. Chesterton pose la question, est-ce qu'on a déjà vraiment vu un pied de lit ? Est-ce qu'on a déjà vraiment regardé un arbre et vu ce que c'était ? Est-ce qu'on a déjà vu un nuage, regardé un réverbère ou un fiacre ? Donc ça, c'est le questionnement de départ. Alors, il y a quelque chose que nous, francophones, on n'arrive pas à percevoir, c'est que dans mourifoque, il y a le mot moor, donc room à l'envers, et moor, en anglais, ça désigne une lande, un grand terrain sauvage. Donc pour un anglophone, la notion est d'emblée plus riche, et elle montre plus immédiatement qu'un francophone que cette réalité qu'une pièce familière peut se révéler parfaitement sauvage et féerique à partir du moment où on la regarde paradoxa, c'est-à-dire de manière inhabituelle et décalée. Et l'inverse est également vrai, puisque ce qui paraît sauvage, gigantesque et immense peut acquérir en fait à partir du moment où on le regarde avec les yeux du poète, parfaitement familière, parfaitement modeste et réjouissante. C'est un exemple comme ça. Dans Les Petites Choses Formidables, il y a un de ces recueils d'articles, Chesterton raconte qu'il est allé un jour au-dessus des falaises au sud de l'Angleterre, dessiner avec des craies de couleur. Donc il dessine une vache, il dessine des choses et d'autres, et il se rend compte au bout d'un moment qu'il lui manque la grande couleur qui est le blanc. Il est un petit peu désespéré parce qu'il voulait pouvoir dessiner l'âme de la vache, et donc il imaginait la couleur blanche entre eux pour la dessiner. Et il se rend compte, en fait, assez rapidement qu'il est dans le sud de l'Angleterre, il est au-dessus de falaises calcaires, et donc il est assis sur un grand morceau de craie. Donc la création artistique passe par ce retournement des choses. Le sud de l'Angleterre, c'est un pays, c'est quelque chose dont on a une idée assez précise, mais si on la regarde sous un angle nouveau, on se rend compte que c'est un morceau de craie. Donc le principe du mourifoque, c'est l'humilité, c'est avoir l'humilité de changer de regard. C'est la philosophie des humbles. Donc on va passer par, je vais faire un petit crochet par un autre grand écrivain de contes,
qui est Tolkien, qui a écrit un essai assez remarquable qui est du conte de fées, et dans lequel il parle du concept de recouvrement. Donc, le recouvrement, pour Tolkien, c'est ce qu'il appelle le retour et le renouvellement de la santé. Donc c'est le retour à la vue claire. Voir les choses comme elles sont, je le cite, comme nous sommes ou comme nous étions censés les voir, comme des choses séparées de nous-mêmes. Et donc quand il évoque ce recouvrement, il mentionne précisément la fantaisie chestertonienne, donc le principe du morifoque, qui est, d'après lui, particulièrement adapté à l'esprit humble. Je le cite à nouveau, morifoque est un mot fantastique. Chesterton l'utilisa pour désigner la bizarrerie des choses devenues banales lorsqu'on les regarde soudain d'un nouvel angle. Ce genre de fantaisie, beaucoup le trouveront sain et jamais il ne manquera de matière. Et sa vertu est de nous permettre le recouvrement de la fraîcheur de la vision. Il nous fait prendre conscience soudainement que l'Angleterre est un pays absolument étranger, perdu dans un âge oublié ou dans un futur flou qu'on ne pourrait atteindre qu'au moyen d'une machine à voyager dans le temps. Le morifoque peut vous faire voir l'extraordinaire étrangeté et l'intérêt de ses habitants, de ses manières, de ses habitudes alimentaires. Et Chesterton, à nouveau dans les petites choses formidables, je le cite pas mal parce que c'est moi qui l'ai traduit et je vous conseille de le lire. Nous ne pensons jamais assez aux choses sur lesquelles se pose notre regard. Ne laissons pas notre regard se poser un instant. L'œil ne doit pas être paresseux. Faisons faire de l'exercice jusqu'à ce qu'il sache voir le fait surprenant qui gambade un peu partout, visible comme le nez au milieu de la figure. Soyons des athlètes oculaires. Cette notion d'athlète oculaire, elle est justement au centre. Je parlais de principe littéraire au départ. Le principe littéraire, c'est qu'il faut savoir dire les choses. Pour bien les dire, il faut bien les voir. Et pour bien les voir, il faut exercer son œil. Il parle souvent du martyre de Saint-Pierre, justement. Saint-Pierre crucifié la tête en bas. Selon la tradition chrétienne, il y a beaucoup d'interprétations de cette mort, mais la manière dont Chesterton parle de la mort de Saint-Pierre, c'est dans le courage de l'humilité. Il a accepté à la fin de sa vie de se muscler le regard et de voir les choses telles qu'elles étaient. Dans un de ses romans, Le Poète et les Foules, il fait parler un de ses personnages qui évoque la mort de Saint-Pierre et qui dit « Vous vous rappelez que Saint-Pierre a été crucifié la tête en bas ? Je me suis souvent imaginé que dans la mort, il fut récompensé de son humilité par la vision de son enfance. Il put également voir le paysage tel qu'il est vraiment, les étoiles comme des fleurs, les nuages semblables à des collines, et les hommes suspendus à la grâce de Dieu. » Donc là, on va arriver un peu au cœur aussi de ce concept qui est l'utilisation qu'il en fait pour justifier aussi son catholicisme, pour vous présenter un petit peu son parcours. Chesterton, c'est quelqu'un qui a été élevé dans l'unitarisme. Donc c'est une mouvance chrétienne qui nie le principe de la Trinité. Il a renié un petit peu ça dans sa jeunesse. Il est devenu spirit pendant quelques temps. Il a été socialiste pendant un petit moment, ma fille. Et puis, avec les années, il a commencé justement à appliquer ce principe poétique et il s'est rendu compte de la grande proximité qu'il y avait entre ce principe du retournement, ce principe du paradoxe permanent et la foi chrétienne. Il a fini par retourner au christianisme, d'abord dans l'anglicanisme et ensuite, vers la fin de sa vie, au catholicisme. On pourra reparler de son catholicisme, mais il faut bien retenir que Chesterton, c'est un poète, un journaliste, un romancier, mais c'est aussi un grand apologète. Et chacune de ses œuvres est un condensé de défense de la foi chrétienne, même avant même sa conversion. Donc, j'en reviens à cette crucifixion de Saint-Pierre. Saint-Pierre a vu enfin que les hommes étaient suspendus au plafond et maintenus simplement en place par la grâce de Dieu, parce que le christianisme est le grand paradoxe. Pourquoi on serait des mouches au plafond ? Pourquoi on ne voit pas le monde tel qu'il est ? Pourquoi on a le regard retourné à l'envers ? Est-ce que c'est parce que le monde aurait changé ou est-ce que c'est parce qu'il y aurait un paradis perdu ? Alors, c'est un petit peu plus subtil que ça. La Genèse, c'est pas le récit diachronique des heures et malheurs de l'humanité. Il faut
apporter un petit peu d'interprétation et puis lire le texte autrement que comme il se présentait à nous. Il nous rappelle en tout cas la possibilité originelle qu'avait l'homme de jouir de la création telle qu'elle avait été envisagée pour lui. La Genèse dit « L'Éternel chassa l'homme, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Donc Chesterton, lisant ça, se dit « Ok, le jardin existe toujours. Simplement, l'accès nous en est défendu. » Donc, la chute de l'homme signifie que dans sa maladresse héréditaire, il est devenu incapable de regarder autour de lui. Donc on est bien dans le... ce monde ne va pas bien, mais ce monde est bon. On est dans le paradis, dans la création, on est au jardin, mais on est myope ou stupide. En tout cas, on n'arrive pas à voir concrètement là où on est. L'exemple des arbres, à nouveau, il aime beaucoup parler des arbres. On considère assez habituellement qu'un arbre, c'est quelque chose qui pousse vers le haut, mais est-ce qu'on n'envisagerait pas quand même qu'un arbre, c'est quelque chose qui tombe? Ou est-ce que ce ne serait pas une dryade enchaînée à la terre? Ou une créature attachée au sol par une seule jambe? Donc il nous force à changer notre regard sur les choses les plus ordinaires. Parce que le monde, c'est ce qui est toujours à 2 doigts de la raison, mais qui échappe toujours à la fin. Dans Orthodoxie, qui est un de ces grands essais d'apologétique, Chesterton fait l'expérience de pensée, il imagine un être mathématique pur qui viendrait de la Lune et qui regarderait l'homme pour la première fois. Sa première réaction serait de se dire l'homme paraît unique, mais en fait il est double. Il a 2 yeux, il a 2 narines, il a 2 oreilles, il a le même nombre de doigts à chaque main, le même nombre d'orteils à chaque pied. Et en voyant son cœur à gauche, logiquement, il en déduirait que l'homme a un 2e cœur à droite. Et Chesterton dit alors, c'est à ce moment-là, au moment où il se sentirait le plus dans le vrai, qu'il serait dans l'erreur. Donc le réel, le monde, c'est ce qui est toujours à 2 doigts d'être rationnel, mais qui échappe au rationaliste au dernier moment. Il le dit autrement, il parle de cette légère et silencieuse déviation de l'exactitude qui, en toute chose, nous déconcerte, comme si l'univers comportait une secrète trahison. Et il prend l'exemple de la pomme, par exemple, de l'orange, ou de la terre elle-même. On parle de leur rondeur, mais en réalité, ce ne sont pas des ronds. À partir du moment où on les regarde de près, où on change en fait notre regard. Et donc, il existe une manière de se réconcilier avec cette torsion, de lever le voile sur cette trahison secrète de l'univers, trahison qui est la trahison de notre regard, et cette voie, c'est le christianisme. Parce que le christianisme, c'est la clé pour ouvrir cette serrure complexe qu'est le monde. Je le cite à nouveau, le projet du christianisme s'adapte aux irrégularités secrètes et s'attend à l'inattendu. Il est simple quand il s'agit de la vérité simple, et il est obstiné quand il s'agit de la vérité subtile. Chaque fois que nous discernons quelque chose de bizarre dans la théologie chrétienne, nous découvrons qu'il y a quelque chose de bizarre dans la vérité. Un bâton peut s'ajuster à un trou, une pierre peut s'ajuster à un creux par accident, mais une clé et une serrure sont toutes 2 complexes. Et si la clé s'adapte à la serrure, on sait que c'est la bonne clé. Le christianisme, c'est la clé complexe qui permet d'ouvrir la serrure complexe du monde. Il utilise notamment comme argument le paradoxe des 3 vertus théologales, donc la foi, l'espérance et la charité. Il explique que les vertus païennes, la justice, la tempérance, sont les vertus tristes. Alors, il ne faut pas voir là une attaque particulièrement vicieuse de Chesterton vis-à-vis du paganisme. Il a beaucoup d'amour pour le paganisme, parce qu'il y voit les tentatives qu'a eu l'homme avant le grand chamboulement de l'arrivée du Christ, de percevoir la vérité. Et il dit qu'il y a toujours eu un échec dans le paganisme, mais il y a beaucoup de beauté aussi. Et il voit aussi le christianisme comme le grand continuateur de tous les paganismes. Alors, il dit en orthodoxie qu'il suffit de tirer une guirlande de fleurs de Pâques pour tomber sur les fleurs des païens. Donc les vertus païennes, la justice, la tempérance par exemple, sont des vertus tristes, et les vertus mystiques, la foi, l'espérance et la charité, sont des vertus joyeuses et exubérantes.
Les vertus païennes sont les vertus raisonnables, et les vertus chrétiennes de foi, d'espérance et de charité sont, dans leur essence, aussi déraisonnables, et qu'il est possible de l'être. Parce que la foi, c'est croire quand il n'y a plus rien à croire, l'espérance, c'est espérer quand il n'y a plus d'espoir, et la charité, c'est pardonner l'impardonnable. La charité, c'est le pouvoir de défendre ce qui est indéfendable, ce qu'on sait indéfendable. L'espérance, c'est le pouvoir d'être gai dans les circonstances qu'on sait désespérer. Je le cite à nouveau, il est vrai qu'il existe un état d'espoir qui appartient aux perspectives brillantes et au matin, mais ce n'est pas la vertu d'espérance. La vertu d'espérance n'existe que lors d'un tremblement de terre ou d'une éclipse. Et il continue, il est vrai qu'il existe une chose crûment appelée charité, qui signifie la charité envers le pauvre méritant, ce qu'on appelle nous les œuvres de charité par exemple. Mais la charité envers une personne méritante, ce n'est pas de la charité, c'est de la justice, donc vertu païenne. C'est celui qui ne mérite rien, qui en a besoin, et l'idéal soit n'existe pas, soit existe seulement pour lui. Donc pour des raisons pratiques, c'est au moment du désespoir que nous avons besoin de l'homme habité par l'espérance, et cette vertu soit n'existe pas du tout, soit commence à exister à ce moment-là. C'est exactement au moment où l'espérance cesse d'être raisonnable, qu'elle commence à être utile. Donc vous voyez à nouveau l'usage du paradoxe, qui correspond exactement à sa vision du monde. Ces vertus, écrit-il dans Hérétique, et à nouveau un de ses cours de base. Bienvenue. Ces vertus sont toutes les trois paradoxales et elles sont toutes les trois pratiques. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Le principe du paradoxe, c'est pas juste, j'insiste là-dessus, c'est un principe de réalité. Le réel, le monde qui nous entoure est paradoxal. Notre regard doit être paradoxal, c'est-à-dire qu'il doit se défaire de la norme, il doit changer. Et le christianisme est paradoxal, donc il est réel. Donc c'est la bonne clé. C'est la pression et l'extrême besoin, la pression de l'extrême besoin et la terrible connaissance des choses telles qu'elles sont, qui ont amené les hommes à poser ces énigmes et à mourir pour elles. Quelle que puisse être la signification de la contradiction, il y a un fait. La seule sorte d'espérance qui ait une quelconque utilité dans une bataille est une espérance qui se moque de l'arithmétique. Quelle que puisse être la signification de la contradiction, c'est un fait que la seule sorte de charité qu'un esprit faible souhaite ou qu'un esprit généreux ressente, c'est la charité qui pardonne les péchés. Quelle que puisse être la signification de la foi, elle doit toujours signifier une certitude sur quelque chose qu'on ne peut prouver. Alors là, vous avez un aperçu du style chestertonien qui est toujours très dense et toujours un petit peu hermétique. Comme je vous le disais en introduction, on commence toujours par évoquer un lieu commun ou une expression familière, et le but c'est de décortiquer cette expression de ce lieu commun, de partir dans des raisonnements qui paraissent très décousus pour enfin revenir au moment de la vérité. Je reviens un petit peu sur ce qu'il dit particulièrement de la charité. Le christianisme est intervenu d'une manière surprenante, avec une épée, et il a dissocié deux choses. Il a séparé le crime du criminel. Nous devons pardonner au criminel jusqu'à 77 fois cette fois, mais le crime, nous ne devons pas le pardonner une seule fois. Il ne suffit pas que les esclaves qui ont volé du vin aient inspiré autant de colère que de bonté, il faut que nous soyons plus en colère qu'auparavant contre le vol, et que nous témoignions encore plus de bonté qu'auparavant aux voleurs. L'amour et la colère ont toute leur place pour s'exalter. L'autre grand paradoxe du christianisme, l'autre grand retournement, après les vertus théologales, c'est la Sainte Famille. Ça fait toujours du bien aujourd'hui de parler de la famille. Et je vais citer un extrait de son grand ouvrage d'apologétique qui est L'Homme éternel, donc qui est probablement son chef-d'œuvre. Je ne sais pas si c'est le premier que je vous recommanderais de lire, parce qu'il faut se familiariser probablement avec la prose de Chesterton avant d'aborder cet ouvrage, mais pour vous le situer, c'est un livre qu'il a écrit 2 ou 3 ans après son entrée définitive dans l'Église catholique, et c'est ce livre que Tolkien a mis dans les mains de Lewis, donc l'auteur de Narnia, à l'époque où Lewis avait complètement abandonné la foi, et qui a converti Lewis. Il le dit, c'est le plus grand ouvrage d'apologétique populaire qui m'a été donné de lire.
Donc c'est un grand livre. Je vous donnerai mes recommandations à la fin et celui-là en fera partie, mais je vous dirai par quoi commencer. Donc je parlais de la famille. Dans l'homme éternel, justement, Chesterton évoque l'histoire de l'humanité. Le principe de l'ouvrage, c'est pour prouver que le christianisme est la religion qui correspond le mieux au réel et donc la vraie religion. Il a pour projet de refaire l'histoire de l'humanité entière. Donc il commence par l'homme des cavernes, et il avance ensuite dans l'histoire des paganismes, et jusqu'au moment, au moment crucial de la naissance du Christ, qui sépare l'histoire de l'homme en deux. Et il parle notamment, dans cette histoire de l'humanité, de cette triade essentielle qui est formée par le Père, la Mère et l'Enfant. Je le cite. J'ai déjà dit que si l'on écarte la dimension religieuse du commencement de l'histoire humaine, il faut au moins admettre quelques principes moraux ou métaphysiques, ou bien elle perd toute espèce de sens. Nous sommes ici à la croisée des chemins. Si nous n'invoquons pas une trinité divine, il nous faudra invoquer une trinité humaine, dont le triangle se répète à l'infini dans la trame de l'univers, donc le Père, la Mère et l'Enfant. Le plus prodigieux des faits historiques, source et fin de l'histoire, nous présente ce triangle nouveau qui, se superposant au premier, forme une étoile sacrée plus terrible aux démons que le pentacle des magiciens. La Trinité ancienne se composait du Père, de la Mère et de l'Enfant. C'était la famille humaine. La nouvelle Trinité, donc celle qui se superpose à la première, celle de l'Enfant, de la Mère et du Père, a pour nom la Sainte Famille. Et elle n'est pas changée, elle est retournée. Et le monde qu'elle transforme demeure le monde de toujours, mais renversé. Donc l'arrivée du Christ et le fait que dans cette trinité sacrée, l'enfant soit passé premier, ensuite la mère, ensuite le père, c'est le grand retournement chrétien, et c'est le grand moment, et évidemment pour quelqu'un comme Chesterton qui a passé sa vie à essayer de regarder les choses à l'envers, se rendre compte de ce grand retournement profond de la trinité sacrée autour de laquelle l'humanité s'est toujours organisée, c'est réjouissant et en même temps c'est une confirmation de ce en quoi il croit. Donc le christianisme, la naissance du Christ, c'est un moment crucial parce que c'est le moment du grand retournement. Ce grand retournement était nécessaire parce que notre œil est voilé, comme je vous le disais, donc parce qu'il y a eu la chute, le péché originel, donc qui est ce qu'il appelle l'incontestable souillure de l'homme, et d'une manière un peu paradoxale, et vous aurez compris que c'est sa manière de parler, il appelle le péché originel le seul aspect de la théologie chrétienne qui puisse réellement être prouvé, et la façon d'envisager l'humanité qui soit la plus joyeuse également. Donc, le principe du péché originel est pour lui un principe positif. Il explique que le plus grand des saints, de même que les plus grands sceptiques, prend le fait positif du mal comme point de départ de son raisonnement. S'il est vrai, comme ça l'est sûrement, qu'un homme puisse éprouver un suprême plaisir à écorcher vif un chat, le philosophe religieux ne peut en tirer qu'une de ces deux déductions. Il lui faut soit nier l'existence de Dieu, comme le font les athées, soit nier l'union présente entre Dieu et l'homme, comme le font les chrétiens. Donc le péché originel, de nouveau, c'est ce moment de rupture entre l'homme et Dieu. C'est le moment où le paradis, où le jardin nous a été scellé. C'est le moment où notre œil est devenu myope. Et donc, pour résumer un petit peu tout ça, nous sommes aveugles à ce qui nous entoure, donc il faut que nous retournions les choses. Pourquoi il faut qu'on retourne les choses? Parce que le monde est à l'envers. Pourquoi il est à l'envers? Parce que l'arrivée du Christ a été ce qui l'a mis à l'endroit, parce que l'arrivée du Christ, c'est le grand retournement, donc il fallait bien que le monde soit à l'envers.
Et le péché originel est le concept qu'il faut toujours avoir à l'esprit pour comprendre et pour être pleinement et foncièrement heureux. Le péché originel, c'est pas l'idée que le monde est devenu globus horribilis, comme le disaient certaines hérésies au Moyen-Âge. Encore une fois, le monde dans lequel nous sommes est bon. Il faut simplement changer notre regard. Il faut imaginer, je voudrais retourner un petit peu sur la personne qui était Chesterton. Il faut l'imaginer, donc cette espèce de géant obèse qui promène sa masse gigantesque au milieu des rues de Londres et qui le faisait comme s'il arpentait le pays des fées. Il s'émerveille du moindre lampadaire, de la moindre petite fenêtre, de la moindre façade d'hôtel. Il était toujours coiffé d'un grand chapeau à large bord. Il avait une espèce de grande pèlerine en permanence. Il avait sa canne épée à la main. Il était toujours perdu, où qu'il aille. Il demandait régulièrement à sa femme, en utilisant le télégramme, le télégraphe, il lui demandait souvent je suis sur le Strand, où devrais-je me trouver? Et elle lui répondait régulièrement à la maison. Et il a passé son temps à se battre contre des amis qui étaient ses ennemis idéologiques. Il ne voyait pas du tout de contradiction dans le fait d'être parfaitement ami avec des gens comme George Bernard Shaw, je ne sais pas si vous situez, qui était un grand génie, un grand écrivain anglais qui était son contemporain, qui était un eugéniste, un socialiste, donc qui était très opposé à tout point de vue à Chesterton, qui est même allé jusqu'à la fin de sa vie le nazisme par progressisme. Il ne voyait pas de contradiction dans le fait d'être très ami avec cet homme et en même temps d'être son ennemi. Ça aussi, c'est une leçon qu'on peut tirer de Chesterton. Nos adversaires ne sont pas nécessairement des gens qu'il faut détruire, mais pour peu qu'on arrive à leur faire voir les choses selon le bon angle, c'est-à-dire à l'envers, on devrait pouvoir débattre avec eux sereinement et même s'en faire des amis. Donc, il passait son temps à débattre, il a été engagé en politique, il faisait partie il a été un temps avec, donc je vous le disais, il a été un peu socialiste, il était dans la Société Fabienne, qui était une des grandes institutions socialistes anglaises de l'époque. Il a été au Parti libéral, il a milité contre l'impérialisme anglais. Il était très très favorable aux bourgs pendant les guerres des bourgs, tout en buvant des bonnes quantités de bière, en fumant des cigares et en riant énormément. Et le grand paradoxe qu'il y a aussi dans cette personnalité qui était Chesterton, c'est la grande légèreté de cet esprit dans un corps aussi lourd. Aujourd'hui, un homme comme ça, on essaierait probablement de l'envoyer sur des tapis roulants pour qu'il se remette en forme. Il est même mort de ses excès, un problème de cœur dû à son mode de vie. C'était un patriote anglais convaincu, et à la fois un papiste, donc c'est un nouveau paradoxe. C'était un écrivain dans la grande tradition britannique. C'est quelqu'un qui a toujours été fasciné par Shakespeare, par Dickens, par tous les grands écrivains anglais. Et en même temps, c'était un grand adversaire du protestantisme. Et puis, il faut savoir aussi qu'à l'époque, être papiste, c'était considéré plus ou moins comme une forme de trahison aussi. Il a été patriote mais anti-impérialiste. Comme je le disais, ses ennemis ont été ses amis. Il a combattu à la fois le progressisme et le conservatisme, parce que le progressisme, c'est la volonté de continuer à faire des erreurs, et le conservatisme, c'est considérer que les erreurs qu'on est en train de faire sont très bien comme ça.
Il a un côté croisé, chevalier et poète. Et donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est ce personnage paraît parfaitement loufoque, parfaitement inadapté à nos modes de pensée, à nos modes de vie, au monde dans lequel on vit. Donc ce que je voudrais suggérer, c'est plutôt que de prendre ses écrits politiques, parce qu'il y en a énormément, c'est pour ça que je vais vous en parler après, mais on peut facilement se perdre dans son œuvre. Et même dans les œuvres indispensables, on peut très rapidement se retrouver noyé sous les noms et les références à une époque qui ne nous parle plus du tout. Donc ce qu'il faut faire de Chesterton, c'est une sorte de boîte à outils. Il n'est pas à lire à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui. Les propos qu'il peut avoir sur l'islam, sur le bouddhisme, sur l'impérialisme, sur le patriotisme, sur l'optimisme et le pessimisme, sur le progrès, sur les réverbères ou les fiacres ou le téléphone. Il est fasciné par le téléphone, par exemple. Tout ça, ça ne peut pas nous parler tel quel. On ne peut pas en faire un manifeste. C'est aussi la difficulté qu'il y a à aborder quelqu'un comme Chesterton aujourd'hui. Mais sa richesse, en fait, elle est plus tellement dans sa participation au grand débat de l'époque que dans la façon dont il a choisi d'y participer. Et c'est là-dessus que je veux insister. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre à penser non pas ce qu'il pensait, mais penser comme il pensait. Donc apprendre à regarder toutes les choses comme si on les découvrait. Apprendre à rire au milieu des malheurs. Apprendre à crier sa colère quand c'est nécessaire. Et apprendre aussi à écrire des poèmes et des épopées religieuses. Réapprendre à écrire des romans aussi. Ce grand combattant et apologète a passé une bonne partie de sa vie à écrire des romans policiers, dans lesquels il a infusé d'ailleurs tout ce qu'il était aussi, mais le fait intéressant, il a commencé à écrire ses romans policiers, donc les romans de Hubert Brown, qui mettent en scène un enquêteur qui est un prêtre catholique, très longtemps avant sa propre conversion. Donc il était déjà, c'est encore un de ses paradoxes, il était catholique très longtemps avant de l'être. Donc il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur lui. On va pouvoir en parler, puis je vous laisse poser des questions aussi, qu'on pourra revenir aussi sur son apologétique. Il y a beaucoup d'inspiration à tirer de son œuvre. On pourrait même parler, et si ça vous intéresse, on pourra l'aborder aussi, on pourra parler de sa philosophie politique, puisqu'il a, avec son frère Cécile, ils ont monté un petit parti qui n'a pas vraiment fait florès, mais qui a quelques échos aujourd'hui, qui aura un mouvement plutôt qu'un parti, qui est le distributisme, donc qui se veut une voie un milieu entre le capitalisme et le socialisme, que certains ont défini comme une sorte de capitalisme anticapitaliste. On pourrait aussi parler, parce qu'il a écrit des romans là-dessus, de sa vision de l'islam, mais à nouveau, c'est un peu compliqué par la position qu'avait l'islam à l'époque. Et ça nous permettrait peut-être de jeter un petit peu de lumière sur les problèmes que nous pose aujourd'hui le multiculturalisme, mais je pense qu'il faut... il a beaucoup écrit sur l'islamisme également. Mais le cœur de son œuvre, donc ce par quoi j'ai commencé, l'épicentre d'une part son génie, c'est le Mourifoque, donc cette grande idée du paradoxe, le paradoxe du christianisme, donc la religion catholique, autour de laquelle il a beaucoup tourné et qu'il a fini par embrasser pleinement. Il n'était pas chrétien, il a fini chrétien en appliquant cette philosophie du Mourifoque. Donc la recommandation que je pourrais vous faire aujourd'hui, c'est de lire Chesterton, de le voir comme un maître à penser plutôt que comme un professeur, et donc d'essayer d'appliquer cette vision. On parle souvent pour Chesterton de la manière qu'il avait de réenchanter le monde, mais c'est, je pense, une bonne philosophie de vie. Non pas regarder le monde avec des œillères, mais le regarder tel qu'il est, donc avec tous ces paradoxes, et
garder chevillé au corps cette idée fondamentale que le grand paradoxe, la grande clé pour comprendre ce monde sans dessous, c'est le pessimisme. Merci beaucoup Hubert. On peut prendre un peu de temps pour des questions. Bien sûr. Bien sûr, comme je le disais, on peut aller un peu plus. Là, je voulais une introduction un peu générale à son œuvre en parlant de ce principe du paradoxe et du retournement, mais on peut, si vous voulez, si vous avez des questions sur son point de vue, sur ces idées politiques sur le capitalisme et le socialisme notamment, qui sont des choses qui m'ont beaucoup préoccupé, sur l'islam également, même si ça faisait pas partie de ces grands combats, parce que c'était pas des questions qui se posaient tellement à l'époque. On peut revenir là-dessus, ou même sur son apologétique, parce que, comme je le disais, son œuvre est une grande. En plus de 200 ouvrages, c'est une grande défense et illustration de la religion chrétienne. Donc, je sais. Oui, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ouais. Est-ce que tu peux parler rapidement sur le capitalisme anticapitaliste? Alors, c'est particulier. Chesterton a beaucoup utilisé, et beaucoup décrit comme un anticapitaliste. Il y a un de ses essais qui a été publié il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, qui est intitulé Pour une propriété anticapitaliste. C'est pas le terme que lui a choisi. Mais bon, et je pense que c'est pas un titre très adapté. L'idée centrale du distributisme, c'est l'idée que le capitalisme, donc la possibilité pour l'homme libre d'être propriétaire à la fois de son chez-soi et des moyens de production, est dévoyée dans le monde contemporain. Et il a cette phrase paradoxale qui est « trop de capitalisme, c'est pas trop de capitaliste, c'est pas assez ». Sa grande idée, c'est de faire en sorte que la propriété soit le plus largement distribuée dans la population. Ça veut dire que les paysans soient propriétaires de leurs terres, ça veut dire que les ouvriers soient propriétaires des moyens de production, ça veut dire que toute famille, elle doit pouvoir vivre comme vivait le yeoman anglais du XIIIe siècle, c'est-à-dire l'homme libre, propriétaire de son lopin, et capable de prendre des décisions qui ne sont pas dictées par un patron ou par le profit. Dans ce sens-là, c'est très capitaliste parce qu'il ne nie pas du tout l'idée de profit en soi, non plus que l'idée de propriété, évidemment. Mais c'est anticapitaliste au sens où ça se heurte assez nettement à ce qu'était déjà devenu le capitalisme à l'époque, c'est-à-dire les grands trusts, les monopoles, et c'est antisocialiste parce que l'idée fondamentale, c'est la propriété. Chesterton renvoie dos à dos le capitalisme de son époque, qui peut correspondre aussi à ce qu'on voit chez nous, avec le socialisme. Sa manière de l'expliquer, c'est le capitalisme tel qu'il est devenu, c'est une spoliation des honnêtes gens, et le socialisme, c'est un capitalisme d'État. C'est reproduire exactement la même chose, c'est retirer la propriété aux gens qui devraient l'avoir, mais au nom de l'État. Aujourd'hui, une pensée comme ça pourrait être classée aussi bien à gauche qu'à droite, ça pourrait être presque libertarien, donc c'est assez inclassable. Il faut le lire avec précaution parce que c'est aussi le fruit d'une époque, c'est aussi une utopie. C'est l'idée que la société, une société saine, est une société en fait fragmentée,
dont les terres et les moyens de production appartiennent à une myriade de personnes. Donc de ce point de vue-là, il faudrait se poser la question de la faisabilité. Mais en tout cas, ça peut nous permettre de relativiser à la fois l'anticapitalisme qui est de plus en plus, on attend de plus en plus à droite, et l'antisocialisme qui se met parfois un peu de hier, parce qu'on ne sent pas exactement, on ne sait pas exactement d'où vient notre détestation du socialisme. Il revient aux choses simples, une société qui marche, c'est une société dans laquelle les gens sont propriétaires. Il s'inspire pour ça des guildes médiévales, et en fait il se situe dans la grande tradition des penseurs économiques chrétiens, des penseurs jésuites, qui prenaient le profit comme une chose belle et bonne, et qui dans le même temps valorisaient le principe de la propriété comme un droit inaliénable. Donc on l'appelle capitalisme anticapitaliste, c'est une expression qu'on utilise faute de mieux, mais le distributisme, c'est un bon terme. Attention, c'est pas le principe de redistribution, parce que le principe de redistribution supposerait qu'une instance qui possède décide de donner aux autres. L'idée, elle est fondée en fait sur la subsidiarité. C'est le pouvoir appartient d'abord, le pouvoir, c'est-à-dire la propriété, appartient d'abord à ceux du bas. Et les ouvriers devraient posséder leurs moyens de production, et à partir du moment où le petit propriétaire ou l'ouvrier se retrouve incapable de faire face à une situation, on passe à l'échelon supérieur. Bon, voilà, je voulais juste mettre en garde, c'est pas une idée redistributrice, c'est l'équitable distribution de la propriété. Ouais. D'abord, merci beaucoup, c'est très intéressant. De ce que j'ai l'impression, sa pensée avec les paradoxes, elle est très intéressante dans le sens où elle s'inscrit dans une société anglaise qui est quand même très, très normée, etc. Donc c'est intéressant d'avoir ce renversement des codes. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait pas un peu décalé pour un chrétien de se revendiquer de ça, parce que c'est un risque de tomber dans un espèce de relativisme. Je suis sûr, si tout est paradoxal, c'est un peu difficile de définir des choses qui sont cadrées. Aujourd'hui, je pense qu'on a plus besoin de cadre, de paradoxe. Ouais, justement, ce que j'essayais de faire passer comme message, c'est l'idée n'est pas de se réclamer de ça. L'idée n'est pas de dire tout est paradoxal. C'est le chemin de pensée qu'il faut faire. Quand vous regardez une réalité, quand vous avez face aux yeux une réalité qui vous est familière, il faut essayer de la regarder sous un autre angle. Justement, on pourrait en parler avec les grands débats économiques. Prenez la réalité de l'État, la réalité que sont les grandes entreprises. Si vous les prenez telles qu'elles sont, automatiquement vous allez vous mettre au niveau de vos adversaires, parce que vous allez considérer que les choses de la même manière qu'eux, c'est-à-dire comme des acquis. La grande idée chrétienne, c'est de considérer que ce qui nous entoure, que ce soit les réalités les plus simples comme les plus complexes, n'est pas ce que ça semble être. On touche à la théologie ici, et puis Saint-Augustin en a parlé également, tout est signe. Alors certes, on a besoin de cadres, mais les cadres, à partir du moment où on ne voit pas les choses, où on ne regarde pas les choses avec sincérité, il risque de nous enfermer. Lui-même a participé au grand débat de son époque, et tout le monde considérait que c'était un malade, qu'il était ridicule, et en même temps, il a influencé des centaines et des centaines de personnes, il a converti aussi à tour de bras, sans même tellement s'en rendre compte. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par des cadres? Moi, je trouve que c'est un très bon cadre déjà
de ne jamais prendre les choses, à la fois les choses qu'on nous dit et les choses qu'on a sous les yeux, pour œuvre en comptant. Je pense que c'est une gymnastique de pensée à appliquer. Qu'est-ce que l'État c'est la grande institution qui nous chapeaute, mais voilà, ça c'est le réel tel qui se présente immédiatement à nous. Mais si on le considère comme cette entité qui pardon, je vais faire un peu mon libertarien, mais comme cette entité qui spolie la propriété parce que c'est substitué aux petits propriétaires terriens. À ce moment-là, on commence à toucher du doigt les raisons fondamentales qui font qu'on devrait s'engager en politique. Chesterton, c'est pas un homme politique qui va vous donner un programme et qui va vous donner des arguments tout faits à réutiliser. C'est la difficulté qu'il y a à aborder son œuvre, mais c'est aussi ce qui est stimulant intellectuellement. C'est plus une philosophie du regard et une philosophie du vie. C'est apprendre à être un peu poète aussi, un peu plus littéraire peut-être dans notre manière de voir les choses. Je sais pas si c'est très satisfaisant comme réponse. Mais oui, Chesterton, c'est pas vous ne pourrez pas l'utiliser comme Michéa ou je sais pas qui aujourd'hui qui vous donne des billes immédiatement. C'est un penseur chrétien et un apologète, donc et je pense qu'on peut l'appliquer aux réalités politiques, mais ça demande un peu de gymnastique. Et puis bon, je suis passé dessus assez rapidement, mais il vous donne aussi de temps en temps des billes. Alors il faut savoir les utiliser parce que c'est toujours un peu compliqué avec lui. C'est toujours très presque tête en l'air la manière qu'il a de construire des raisonnements. Mais il parle comme je l'ai évoqué, il a parlé de politique, il a parlé d'économie, il a parlé d'eugénisme, de progressisme, de féminisme. Voilà. Mais vous pouvez toujours aller regarder ce qu'il dit là-dessus. Mais je pense que vous trouverez plus de bénéfices à devenir chestertonien plutôt qu'à être chestertoniste en quelque sorte. Et je pense avoir saisi ce qu'il voulait dire. Pour essayer d'aller en son sens, c'est que d'aucuns diraient qu'aujourd'hui, en fin de compte, il y a une idéologie ambiante qui irait dans ce sens-là, en disant finalement, on prend un homme et une femme, tout le monde sait ce que c'est un homme et une femme, en fait on renverse le truc, et après on se dit mais peut-être que les hommes et les femmes ça n'existe pas. Je sais que c'est pas ce que Chesterton aurait dit, mais j'essaye de voir ce que sous-tendait la question. Et peut-être que vous pouvez clarifier ça. Ouais, alors Chesterton il a dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Il dit le monde est rempli d'idées chrétiennes devenues folles. Elles se sont mises à tourner comme des toupies et elles ont complètement, elles sont parties très très loin de leur origine. Je pense pas que la négation de la réalité d'un homme, de ce qu'est une femme procède d'une idée de renversement. Je pense que c'est de la confusion avant tout. Et puis c'est une manière aussi justement c'est une manière de nier le réel. Ce que Chesterton aurait dit à propos de l'homme et de la femme, c'est qu'on a l'impression que ce sont des êtres parfaitement communs, alors qu'en fait ça ressemble plutôt à des extraterrestres qui seraient arrivés sur Terre et puis qui se seraient mis à produire cette trinité extraordinaire. Le principe du retournement, c'est pas justement ce sur quoi je veux insister, c'est pas la négation du réel, c'est revenir au réel, certes avec un œil de poète. Et justement, il n'y a pas d'idéologie derrière. Le principe, c'est la recherche de la vérité. Est-ce qu'on dit quelque chose de faux quand on dit
quand on dit qu'un arbre tombe vers le ciel, je pense pas. Est-ce qu'on dit quelque chose de faux quand on dit qu'un père, une mère et un enfant forment un triangle sacré dans l'histoire de l'humanité? Non, parce que ça correspond au réel. C'est pas la manière qu'on a d'exprimer les choses habituellement. Il n'y a aucune négation de ce que nos yeux nous disent. C'est simplement le regard se fait un petit peu autre. C'est l'idée de percer le voile que le péché originel a mis devant nos yeux. Alors ouais, l'idéologie ambiante aujourd'hui pourrait passer pour même trop une sorte de renversement permanent, mais c'est un renversement qui est idéologiquement chargé ou très confus. Ou alors c'est un voile très épais, quoi. En fait, c'est-à-dire qu'on a tellement épaissi le voile, c'est tellement effectivement péché qu'on n'arrive même plus à voir la réalité la plus évidente des choses qui sont passées. Quoi. Oui, et puis vous aurez beau répéter ensuite, mais un homme c'est un homme et une femme c'est une femme. Ceux qui vous contredisent persisteront dans leur erreur. Peut-être que, au moins pour vous, et ne serait-ce que pour sauvegarder votre propre santé mentale, apprendre à regarder ces choses-là sous un angle un peu neuf, ça vous permettra aussi peut-être pas de nous convaincre, mais en tout cas de maintenir en vous la certitude que la vérité est atteignable. Et que pour l'atteindre, il ne faut pas toujours passer par le chemin le plus droit. Voilà. Oui. Juste pour réagir à ce que vous dites, pour savoir en fait si le paradoxe se confond finalement, j'ai l'impression que ça avec un relativisme, mais à propos des idéologies modernes, pour moi elles sont tout sauf paradoxales. Elles n'utilisent pas le paradoxe, certaines, mais je parle sous votre contrôle, parce que si elles étaient paradoxales, justement elles ne seraient pas des idéologies. Le propre d'une idéologie étant d'être monolithique et de créer un système. Pour moi, par exemple, l'idéologie du genre, si elle était vraiment paradoxale, elle essaierait de tenir le caractère culturel et le caractère naturel de l'identité. Ce qu'en fait, elle ne le fait pas. Elle n'essaie pas de tenir de position antagoniste. Donc elle est plus dans... Elle est absolument pas paradoxale. Enfin, elle ne résulte pas d'un paradoxe, je trouve. Mais je sais pas si ça tient. Si. Alors, il y a plusieurs définitions du paradoxe. Le paradoxe, ça peut être la négation pure et simple de ce qu'on a sous les yeux, ou du lieu commun, ou de l'idée fixe, ou de l'expression commune. Mais dans tous les cas, c'est ce qui heurte le sens commun. Alors, de ce point de vue-là, il y a une forme de paradoxe dans le fait de nier l'existence distincte de l'homme et de la femme, encore que ce ne soit pas exactement comme ça que les choses soient exprimées. Le paradoxe, il est dans l'opposition très claire entre la preuve qu'on a sous les yeux et l'idée qu'on s'en fait. En gros, l'idée de l'homme et de la femme, c'était une idée très simple qui n'a jamais posé de problème, parce qu'on avait ça sous les yeux. Donc de ce point de vue-là, cette idéologie est un petit peu paradoxale, mais le paradoxe chestertonien, c'est effectivement la capacité à tenir ensemble deux choses deux aimants très... Et c'est vrai qu'on peut facilement déceler l'idéologie ou la pensée dangereuse dans le fait qu'elle ne souffre aucune contradiction interne. Or, le monde, comme on le disait, le monde est bourré de contradictions internes et bourré de faux semblants et de petites choses qui sont autre chose que ce qu'elles paraissent. Et l'idéologie se présente au contraire comme une sorte de grande théorie du tout qui prend tout ensemble et qui aplatit toutes les nuances et les contradictions. Donc je pense pas que les LGBT soient très chestertoniens.
Est-ce qu'il y a des héritiers de Chesterton dans le monde intellectuel ou pas? Comment, pardon? Est-ce qu'il y a des héritiers dans le monde intellectuel de Chesterton? C'est compliqué. Alors, j'ai cité Lewis. Lewis en parle beaucoup. Tolkien aussi. Tolkien s'en détache un petit peu parce que, bon, sur des questions... je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec Tolkien, mais Tolkien, c'est... dans la personnalité, c'est quelqu'un de très différent de Chesterton. C'est un intellectuel fasciné par le langage, très très sérieux, qui était capable de rigoler, mais quand on touchait à ces dadas, donc le langage, le conte de fées, voilà, essentiellement, le langage et le conte de fées, il devenait très sérieux. Il détestait par exemple Narnia. Il trouvait ça nul et idiot. Il a essayé de le dire à Lewis, mais c'était un peu compliqué parce que c'était son meilleur ami. Et il n'était pas tout à fait d'accord avec la vision qu'avait Chesterton du conte de fées, parce qu'il ne trouvait pas ça très sérieux. Chesterton dit que le conte de fées est quelque chose de très sérieux, qu'il faut lire des contes de fées aux enfants, parce que le conte de fées, c'est ce qui apprend à l'enfant que les dragons, ça existe, mais que tout dragon, il y a un Saint-Georges pour le tuer. Donc ça apprend aux enfants cette réalité essentielle qui est la réalité du mal, et en même temps la réalité du bien. Tolkien, lui, voyait le conte de fées comme quelque chose, comme un bel outil littéraire. Il trouvait que Chesterton était un peu léger là-dessus. Mais je le classerais quand même dans ses héritiers, ne serait-ce que parce que, en désespoir de cause, quand il s'est rendu compte qu'il n'arriverait jamais à convertir son copain, il lui a mis un Chesterton dans sa main. Aujourd'hui en France, il y en a quelques-uns, on en parle un petit peu. Je sais que Basile de Kock, par exemple, est très fan de Chesterton. Je ne sais pas si vous connaissez Basile de Kock. C'est une espèce du moins c'est le mari de... comment il s'appelle voilà. Dont on a entendu parler pendant la Nuit pour tous. Et un autre, c'est Philippe Lecroix, qui en parle énormément, qui cite à tour de bras. Il en parle beaucoup. Philippe Muret aussi s'en est servi à une époque. Je vous le conseille aussi, même si c'est pas du tout aussi réjouissant comme bouquin. Donc on a quelques héritiers, mais pas beaucoup en France. Il y en a aux États-Unis, il y a notamment la Chesterton Society aux États-Unis qui est très active, qui est menée par un type qui s'appelle Dave Alquist. Et Chesterton a pas mal de succès là-bas. Aujourd'hui, en France, c'est un peu plus compliqué, comme je le disais, il est très ancré dans une époque. C'est un anglais du début du XXe siècle, je crois. Donc, très anti-cartésien et donc très anti-français aussi, un peu, non? Pas du tout. Pas du tout. Il est un grand francophile. Il aime énormément la France. Tiens, encore une différence avec Tolkien, qui n'était vraiment pas fan du tout de la France. Non, Chesterton aime énormément la France, il aime beaucoup la Révolution française. Paradoxal. Ouais, ça paraît bizarre, mais il aime beaucoup la Révolution française parce qu'il dit la Révolution française, c'est le jour où les pauvres, c'est le jour où les pauvres ont montré qu'ils pouvaient lancer des pavés, et depuis on l'a plus jamais oublié. Et ça, c'est un peu ces amours un peu socialistes qui lui font aimer ça, et puis il aime ça parce que c'est épique, et puis parce que il trouve très bien d'abattre des monuments. Pour une raison simple qui est que c'était une époque, la Révolution française, peut-être qu'elle s'est trompée, mais en tout cas elle a abattu des monuments pour en construire d'autres. Alors qu'aujourd'hui, déjà à son époque, il disait on n'abat plus aucun monument parce qu'on n'est plus capable d'en construire. Il ne parle pas uniquement d'architecture, il parle il y a tout un tas de choses. Ça me fait penser à un petit outil que je peux lui donner, justement, une sorte de petit cadre, qui a un principe qui marche très bien dans la pensée, la logique anglo-saxonne, qu'on appelle la barrière de Chesterton. Et que je vous conseille d'appliquer le plus possible. Le principe, c'est lié à cette idée de l'intérêt d'abattre des monuments si on en reconstruit d'autres. Le principe, c'est, imaginez-vous, vous trouvez devant un champ qui est fermé par une barrière. Chesterton nous dit, le logicien moderne, l'homme contemporain, va se dire, je n'aime pas les barrières, je vais la détruire. Et le vrai sage va lui répondre, soyez d'abord capable de m'expliquer pourquoi il y a cette barrière, justifiez-moi l'existence de cette barrière, et à partir du moment où vous m'aurez convaincu que cette barrière
a bien lieu d'être, je la détruirai avec vous. Le principe est simple, c'est il n'est pas mauvais en soi de détruire des choses, mais il ne faut détruire que les choses qu'on comprend. Et le travers et le tort du monde moderne, c'est souvent de détruire des choses simplement parce qu'elles sont là. Parce qu'elles sont là sans avoir cherché à comprendre pourquoi elles avaient été mises là. Donc ça aussi, c'est un petit exercice à faire à chaque fois qu'on réfléchit à quelque chose, que ce soit pour justifier l'existence d'une tradition, par exemple, ou pour soi-même s'efforcer de prendre un petit peu de recul devant une réalité qui ne nous plaît pas. Comprenons pourquoi, même aller plus loin, soyons capables de justifier de l'existence d'une chose qui nous déplaît, et à ce moment-là, on aura les armes pour la détruire. Parce que quand on comprend pourquoi une chose a été faite, on est a priori capable d'en faire une soi-même. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais. Est-ce que vous savez si Chesterton a écrit sur la philosophie des sciences, étant donné qu'il nous a, il y a quand même une vision assez particulière de la réalité, et on pourrait faire plein de parallèles avec une Pierre Duhem, mais je ne sais pas si tu le sais. Pas tellement. Il se moque assez souvent des scientifiques. Et il a pas mal bataillé, notamment contre les... ça va plaire. Il a pas mal bataillé contre la théorie de l'évolution. Parce qu'il disait c'est ridicule. Il ne disait pas, il l'attaquait pas du tout sur des notions scientifiques. La science l'intéresse que très modérément. Parce que d'après lui, c'est pas par la science qu'on touche au réel, justement. Oui, c'est ça. C'est par la poésie, c'est en comprenant qu'une vache est un monstre difforme qui ne devrait pas exister, qu'on commence à voir vraiment ce qu'est une vache. Et le scientifique pourra vous expliquer qu'une vache est un mammifère qui est issu de centaines de milliers d'années d'évolution, mais il ne vous aura pas expliqué ce qu'est une vache. Donc sa philosophie de la science, pas vraiment une philosophie de la science sur Chesterton, il y a plutôt une vision... Oui, implicitement oui, c'est intéressant. Comment? Implicitement oui, en fin de compte c'est intéressant, parce que finalement, comme on dit finalement que le mathématicien qui arrive et qui imagine qu'il y a deux cœurs, en fait c'est un peu ce qui se passe avec la science, c'est qu'en fait les théories sont tellement précises, on arrive à tout comprendre, mais en fait on n'a rien compris, quoi. Oui, mais par ailleurs... On n'a pas l'essence des choses, en fait, on a... Ouais. Par ailleurs, c'est pas de sa part, il faut pas penser que c'est un anti-scientifique, un anti-progrès, etc. J'ai mentionné très rapidement tout à l'heure qu'il était fasciné par le téléphone, fasciné par la technologie de son époque de manière générale. Alors il aimait bien le téléphone parce qu'il disait c'est un excellent moyen de réciter des poèmes à voix très forte sans que personne puisse vous interrompre, donc, parce qu'il appelait des standards, et il s'amusait à déblatérer tout un tas de concepts philosophiques devant une personne qui ne le voyait pas et donc qui ne pouvait pas le faire taire. Mais il avait un amour très naturel et même très enfantin pour la technologie, pour l'automobile, donc sa position sur la science, c'est pas une posture résolument anti-scientifique ou même anti-progressiste, c'est simplement qu'il dit c'est bien gentil, mais moi j'ai affaire avec le réel, et la réalité c'est que l'homme est un être absurde, et pourquoi on est bipède et pourquoi on a le cœur que d'un côté, et pourquoi on est sans cesse la tête en bas, suspendu au-dessus de l'espace. Ça, c'est une manière de... Voilà, ça, c'était son réalisme à lui. Et donc, voilà, la science... Puis son problème aussi, c'est que... le problème qu'il pouvait avoir avec la science, c'est qu'il est à quand même une époque où la science avait été utilisée politiquement pour justifier tout un tas d'excès. C'est quand même la grande époque de l'eugénisme. Je mentionnais Shaw tout à l'heure, qui était cet écrivain irlandais. Je crois que j'ai dit anglais, mais c'est un irlandais. Qui était dans cette mouvance-là. Chesterton a écrit un manifeste contre l'eugénisme. Il a combattu politiquement contre.
Et il associait probablement un peu dans sa tête la science avec des excès qu'elle pouvait avoir à l'époque. Il s'est notamment opposé très férocement à Churchill, parce que Churchill, à l'époque, avait voulu faire passer une loi de stérilisation des parents d'enfants handicapés ou des gens qui avaient des problèmes d'alcoolisme, etc. Et Chesterton a bataillé contre et puis a fait en sorte que la loi passe pas. Et voilà où il en était, le contexte est un peu particulier, il y avait un enthousiasme pour la science qui, chez les intellectuels, a dégénéré souvent en eugénisme ou en scientisme, pour le coup, ça finissait par être complètement déconnecté du réel, et puis même par devenir sans cœur. Donc, ouais, pas de philosophie de la science, pas d'hostilité fondamentale, mais une méfiance, en tout cas, une méfiance vis-à-vis de ces tricheurs. Si. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je propose qu'on continue les questions autour d'un petit verre. J'ai juste oublié de vous dire, si vous avez des questions sur Sophia Police, on a un super site, sophia-police.com, qui est sublime. Il y a des très belles vidéos par l'équipe de com de fou. Donc n'hésitez pas à les voir. Et j'ai mis un petit obal sur la table si vous voulez vous débarrasser de votre monnaie pour financer l'hiver, c'est la colonne. J'ai oublié de donner une liste de lecture, s'il y a des gens qui s'intéressent. Je vais essayer de vous donner une liste qui permette à tout le monde d'y trouver son compte. Donc je vous en ai parlé, il y a des romans. Si vous aimez les romans policiers, et vous devriez aimer les romans policiers, il faut lire Les Enquêtes du Père Brown, c'est génial, c'est des histoires criminelles dont l'enquêteur est un prêtre, un petit prêtre qui ressemble à rien, qui se balade et qui a l'air de rien comprendre à rien, et puis qui finit toujours par tomber presque par hasard sur la réponse, qui finit toujours par résoudre par une espèce de concours de circonstances étranges et par l'usage de son bon sens plutôt que par les méthodes scientifiques. Et il est appairé avec un commissaire français qui lui est en bon français athée, rationaliste, cartésien, etc. Donc ils forment une paire rigolote. Donc ça, c'est les enquêtes de Père Brown, il y en a beaucoup, vous pouvez les lire, ça a inspiré Agatha Christie et beaucoup d'autres. Si vous voulez attaquer un petit peu sa pensée politico-religieuse, le grand diptyque qu'on conseille en général, c'est Hérétique et Orthodoxie, qui sont des ouvrages assez courts, c'est édité chez Climat. Vous avez ici un petit condensé, mais voilà, il faut s'accrocher parce que, comme je le disais, c'est un style qui n'est pas forcément facile à aborder. En tout cas, il faut rentrer dans la loufoquerie permanente de ce personnage. Mais ce sont de très bons petits livres d'apprentissage de la pensée. Apprendre à penser les choses avec à la fois ce détachement et ce souci de la vérité qu'avait toujours Chesterton. Pour l'aborder sous un autre angle et pour me remplir un peu mon compte en banque, vous pouvez acheter Petites choses formidables, au pluriel, qui est un recueil de petits articles dans lesquels il prend des petites choses du quotidien. Il en tire systématiquement une grande conclusion philosophique ou religieuse. Par exemple, il se retrouve dans un train sans rien à lire, et donc il est obligé de faire ses poches. Alors il ne sait jamais ce qu'il a dans ses poches, donc il sort tout ce qu'il a dans sa poche, des tickets de tram, un canif, etc. Et à partir de là, il en tire une réflexion sur le premier homme, sur l'invention, sur la découverte du feu, sur l'invention de la métallurgie, sur le patriotisme. Donc, ça c'est juste un exemple parmi d'autres. Il y a 39 historiettes comme ça, à chaque fois d'une expérience du quotidien. Il tire un fil qui l'amène à la grande philosophie. C'est amusant et ça suit. Vous pouvez lire l'histoire dans le désordre, c'est très rigolo. Vous pouvez aussi lire
le monde selon Chesterton, si vous préférez les petites, les petites phrases bien senties. Je prêche pour ma paroisse parce que c'est bien qu'il est conçu, donc c'est comme un petit calendrier, vous avez une pensée par mot. Ça peut nourrir la réflexion. Et pour rentrer dans le sérieux, je vous conseille évidemment de lire L'Homme éternel, qui est un grand ouvrage d'apologétique, qui a converti Lewis et qui a reconverti Tolkien et qui a eu une influence considérable sur le paysage religieux anglais de la première moitié du XXe siècle. Et si vous préférez les romans sympas, j'ai 2 recommandations. C'est le Napoléon de Notting Hill, qui est son premier roman, si je ne dis pas de bêtises. Le principe, c'est une sorte de révolution dans Londres. Et un petit mec qui ressemble pas à grand chose décide de réinstaurer le Moyen-Âge en plein Londres. Donc avec des hallebardes et des quartiers qui sont à guerre, donc c'est très rigolo ça. Et sinon, Le Retour de Don Quichotte, qui est un très beau roman de chevalerie, même s'il se passe aujourd'hui. Et L'Auberge volante. Voilà. L'Auberge volante, c'est un petit peu la même chose. Il aimait beaucoup écrire des grandes histoires d'amour sur fond de grande guerre. L'Auberge volante a cette particularité que c'est une sorte de roman uchronique. Pas uchronique. C'est un roman dans lequel il imagine que l'islam est devenu la religion imposée en Angleterre par les élites. Et son héros, qui est un militaire irlandais accompagné d'un aubergiste anglais, décide de parcourir le pays avec une meule de cheddar et des tonneaux de rhum pour ouvrir des auberges illégales partout dans le pays, puisque l'alcool également était interdit. Et ça décrit le combat de ces 2 personnages contre ce nouvel ordre musulman. Bon, c'est pas à prendre pour... il faut faire attention à ne pas l'interpréter comme... à y voir quelque chose qu'on pourrait utiliser aujourd'hui. L'islam, vu par Chesterton, c'est la religion du monde qui a perdu. L'islam, c'est la religion des pays colonisés, qui ne percevait pas du tout l'islam comme une menace, ou que ce soit, qui percevait ça comme quelque chose d'intéressant et d'un peu ridicule, parce que pas chrétien. Voilà, donc, roman, Le Napoléon de Notting Hill, Le Retour de Don Quichotte, et L'Auberge volante. Et n'hésitez pas après si vous avez encore des questions un peu plus pointues, ou sur des détails, ou sur des bouquins. Il y en a un tas, j'en ai écrit des centaines. Donc voilà, n'hésitez pas et merci d'avoir été attentifs.